Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Questions au Sénateur, votre rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat et d'Acropolis. On reçoit un sénateur ou une sénatrice pour répondre à toutes vos questions. Cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Max Brisson. Bonjour. Bonjour. Ça va, bien installé bien... Ça va très bien. Tout va bien, super. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques et c'est vous surtout qui allez poser vos questions à Max Brisson puisque c'est une rencontre. Bonjour à vous. Si vous nous regardez actuellement en direct sur Twitch, bonjour à vous. Si vous nous regardez en replay sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Et bonjour aussi à vous si vous nous écoutez en podcast. C'est bien vous qui allez poser vos questions. Toutes les questions que je vais vous poser ont été travaillées au préalable avec les internautes et avec celles et ceux qui donc là en direct vont échanger avec nous. On va passer une heure ensemble. Avec plaisir. Mais oui, avec plaisir, j'espère bien. On va apprendre à vous connaître, on va apprendre à connaître votre parcours et on va discuter avec vous des grands sujets d'actualité politique et des sujets sur lesquels vous travaillez en tant que sénateur. Avant de parler de vous, je voudrais qu'on commence par un sujet d'actualité chaude, si je puis dire. C'était il y a 3 jours seulement, le second tour des élections municipales, élection très particulière cette année à cause du Covid, élection municipale avec une véritable vague verte. En France, on a vu les villes de Bordeaux, Lyon, Strasbourg passer à la couleur verte. On commençait à parler avec vous, là, juste avant le début de l'émission, du taux d'abstention. Pour vous, le taux d'abstention, c'est pas seulement dû au Covid, il y a plus globalement que ça. Non, c'est beaucoup plus grave. C'est un vrai problème de relation entre nos concitoyens et la chose publique. Je pense que c'est un signal d'un profond rejet de la démocratie représentative. Les gens peuvent s'intéresser au contenu de la chose publique. L'écologie, dont on va certainement reparler. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans les formes de la démocratie représentative, mais c'est extrêmement inquiétant, parce que moi je suis un adepte de Churchill, et je pense que c'est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Et que dans ce qu'on voit poindre, pour éventuellement remplacer la démocratie représentative, quand on a un peu comme moi le sens de l'histoire, puisque c'est ma formation d'origine, on peut être extrêmement inquiet. Et donc je pense qu'il faut qu'on réinvestisse le champ de la démocratie représentative pour dire qu'il n'y a rien de mieux que le suffrage universel, que de se présenter à des élections, que d'aller convaincre nos concitoyens. Alors on peut le faire. Il y a peut-être d'autres formes de parti, il y a peut-être d'autres formes de citoyenneté, mais la écoutez, représentation, non ? Tout ce qu'on essaye de montrer actuellement me fait parfois peur. Ah bon ? Et là, je vais prendre par exemple un exemple d'actualité, qui est cette convention. La Convention citoyenne pour le climat, oui. Autoproclamée. Tiré au sort, sur quelle base de légitimité, quelle est la représentativité de ce groupe d'hommes et de femmes? C'est la diversité. On va parler de l'environnement. Honnêtement, si vous m'invitez, c'est Non. On va parler de l'environnement qui est l'un de vos combats. Et Ouais. puis vous savez que mes consoeurs des chaînes parlementaires vont se succéder pour vous interroger. Et puis 2 parlementaires qui vont venir sur ce plateau. Jean-Charles Collaroy, qui est député de La République En Marche de l'Isère, et Bruno Sido, sénateur LR de la Haute-Marne, qui veulent vous parler du nucléaire, des pesticides, notamment des dossiers que vous connaissez bien. Et puis en dernière partie, c'est Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro, qui là vous parlera plutôt de 2022. On aura quitté le gouvernement depuis bien longtemps. Mais vous avez raison, on va faire entrer Tam Tranui de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis. Alors on parlera du gouvernement tout à l'heure quand il sera dévoilé. Mais pour l'instant, il y a d'autres choses à évoquer, et notamment ce qu'a dit Ségolène Royal ces derniers jours sur ce que devrait être une politique gouvernementale. Et oui, bonsoir Ségolène Royal. Bonsoir. Vous avez appelé à une politique plus écologiste, plus sociale, plus démocratique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Alors d'abord, cela veut dire, et c'est conforme au bon fonctionnement des institutions et de la démocratie française en particulier, d'abord cela veut dire qu'il faut toujours tenir compte de ce qu'ont dit les électeurs dans les urnes. Même si, nous le savons, et là c'est eu un fort taux très forte abstention d'abstention dû à la crise sanitaire, mais dû peut-être aussi à un désaveu à l'égard de la politique en général. Donc ça, c'est aussi un événement grave sur lequel il faut absolument réfléchir pour renouer le lien entre les citoyens et la politique, et notamment dans les moments très importants qui sont les moments du vote. Alors concrètement, comment est-ce qu'on répond ? Concrètement, qu'est-ce qui a été dit dans les urnes, avec cette forte poussée, notamment dans les mairies, avec l'union de la gauche et des écologistes, eh bien, il s'est dit quand même quelque chose de très important. Donc, il faut répondre à cette aspiration, plus à tout ce qui s'est dit et fait, et toutes les souffrances que l'on a vues pendant 3 ans, avec la multiplication des mouvements sociaux. Et ce que j'ai dit, comme je l'ai dit dans mon livre sur la résilience française, c'est que la France a besoin d'apaisement. Je le disais déjà avant
le confinement, vous vous rendez compte? Oui, parce que le livre est sorti avant. Avant, Non. c'est-à-dire je disais déjà que pour réussir la résilience française, c'est-à-dire la création d'un nouvel équilibre après tous ces chocs vécus pendant 3 ans, il fallait changer de méthode gouvernementale. Alors, il y a peut-être eu un changement avec la Convention climat. En réponse à la crise démocratique, notamment, Emmanuel Macron a mis en place la Convention citoyenne pour le climat, qui a rendu ses conclusions. On va essayer de parler un petit peu précisément de leurs propositions. Par exemple, Emmanuel Macron a retoqué l'idée d'une taxe sur les dividendes pour financer la transition écologique. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous auriez gardé une telle proposition? Je l'aurais mis en tout cas à l'étude. Pourquoi? Parce qu'il est très important que la richesse financière ne soit pas moins taxée que le travail, que les revenus du capital. Donc les dividendes, ce sont les revenus du capital. Ils doivent être taxés comme les revenus du travail. On pourrait même imaginer qu'ils le soient plus. Là, ils le sont moins. Donc il faudrait au moins égaliser les taxations sur les revenus financiers et sur les revenus du capital. Et en plus, c'est une bonne idée de flécher pour dire éviter que l'on dise ça fait des impôts supplémentaires, et en plus c'est un impôt citoyen puisqu'on va le flécher sur la transition énergétique et écologique. Donc vous auriez mis à l'étude. Ah oui, je l'aurais mis en débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, oui, bien sûr. Une autre proposition pour laquelle la porte a été refermée directement, la limitation à 100 km/h sur les autoroutes. Est-ce que vous comprenez la position du président de la République? Ça pouvait aussi rappeler, bien sûr, le débat clivant sur les 80 km/h. Oui, je la comprends. Parce que moi, je ne suis Vous pas. Vous comprenez qu'il l'ait repoussé. Oui, pourquoi? Non pas que ce soit forcément une mauvaise idée, mais l'idée toute simple, c'est de dire quand on roule moins vite, on pollue moins. Moi, je ne suis pas pour une écologie punitive, vous voyez, pour une écologie qui verrouille les gens dans des interdits. Il suffit de leur dire, si vous pouvez éviter de rouler plus vite, roulez moins vite, vous polluerez moins. Donc, pour qu'une écologie soit efficace, il faut s'appuyer sur la citoyenneté. C'est pas en faisant une accumulation d'interdits. Là où il faut de l'écologie punitive, c'est contre la délinquance environnementale. Les pollutions, les gens qui déboisent de façon illégale, tout ce l'écocide, par exemple, l'écocide qui a été... Pourquoi pas, même si ça existe déjà. Ce qui est important, c'est pas forcément de mettre des mots dans la Constitution, c'est de mettre des actes dans le Code pénal pour sanctionner très sévèrement ceux qui illégalement polluent l'eau. Indirectement, ça serait ça, c'est plus efficace. Il y a vraiment des sanctions très très fortes sur la destruction de l'environnement. Mais pour revenir à la vitesse sur les autoroutes, la vraie question, c'est la voiture propre. C'est la voiture propre. Donc moi, je suis davantage sur une décision qui aurait été la gratuité des autoroutes pour les voitures électriques, par exemple. Là, vous donnez un signal positif. Moi, je suis pour l'écologie positive chaque fois que l'on veut encourager des comportements différents. Et puis, bien évidemment, et j'espère que ce sera dans le plan de relance, un investissement très fort sur la voiture électrique, la voiture à hydrogène, les véhicules propres, et donc le déploiement massif de bornes de recharge rapide, parce que c'est ça qui freine le déploiement de la voiture électrique. Et sur les autoroutes, sur toutes les aires d'autoroute, il devrait y avoir plusieurs bornes de recharge des voitures électriques rapides. Là, ce soir, vous mettez sur la table une idée qui est la gratuité des autoroutes pour les voitures électriques. Oui, c'est pour montrer, si vous voulez, que soit on fait des interdits, des contraintes, des libertés réduites, soit on fait du positif. Et pour faire le positif, il faut à la fois faire de l'information, en disant chaque fois que vous allez rouler moins, vous polluerez moins. Donc l'automobiliste, il peut très bien choisir de rouler un peu moins vite, mais on ne va pas abaisser comme ça autoritairement. Il y a déjà eu dans le confinement suffisamment de libertés contraintes qu'à la sortie du confinement, entendre qu'on va encore interdire et diminuer la vitesse sur les autoroutes alors que ce sont deux lieux de sécurisation, non, je pense que c'est pas peut-être sur les avions maintenant. Oui, aujourd'hui, le transport aérien, eh bien, il est pointé du doigt. Il est notamment question de supprimer les lignes aériennes pour les courts trajets qui peuvent être remplacés par des trajets en train de 2h30. Et dans le même temps, on voit qu'il y a bien des emplois à la clé. Par exemple, bien, on voit les suppressions chez Hop. On parle de plus de 1000 suppressions d'emplois. Alors, qu'est-ce que vous privilégiez, vous, dans ce cas de figure? L'économie ou l'écologie et la suppression de ces avions? L'idéal, c'est de ne pas avoir à choisir entre les deux. Vous voyez, c'est de faire en sorte que la croissance verte soit créatrice d'activités et d'emplois. Mais là, concrètement, alors, là, concrètement, le gouvernement veut les supprimer. Concrètement, le principe est bon. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a un train, encore faut-il qu'il y en ait suffisamment, parce que souvent, il y a même... je vais vous interrompre, Madame Royal, je suis désolé, on y reviendra. Alexis Kohler s'apprête à annoncer le gouvernement. Bonsoir. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé
Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Madame Florence Parly, ministre des Armées. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer. Madame Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame Annick Girardin, ministre de la Mer. Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Sont nommés ministres délégués auprès du Premier ministre, Monsieur Marc Fesneau, chargé des relations avec le Parlement et de la participation citoyenne. Madame Elisabeth Moreno, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Franck Riester, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Auprès de la ministre de la Transition écologique, Madame Emmanuelle Vargon, chargée du logement. Monsieur Jean-Baptiste Djebari, chargé des transports. Auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, Monsieur Olivier Dussopt, chargé des comptes publics. Madame Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie. Monsieur Alain Griset, chargé des petites et moyennes entreprises. Auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Madame Roxana Maracineanu, chargée des Sports. Auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Auprès du ministre de l'Intérieur, Madame Marlène Schiappa, chargée de la citoyenneté. Auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Madame Brigitte Klinkert, chargée de l'insertion. Auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Madame Nadia Hay, chargée de la ville. Auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie. Et nommé secrétaire d'État auprès du Premier ministre, Monsieur Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Le président de la République réunira le Conseil des ministres avec l'ensemble des membres du gouvernement ce mardi 7 juillet à 15 h. Je vous remercie. Voilà donc pour le nouveau gouvernement Castex. Une première réaction, Ségolène Royal, quand vous voyez cette
Oui, je n'étais pas invitée pour commenter le gouvernement. Non, mais en l'occurrence, c'est l'actualité. En l'occurrence, c'est l'actualité. Non, je pense qu'il y a des choses intéressantes sur des concepts nouveaux comme l'insertion, la citoyenneté. Donc, il y a une prise de conscience peut-être des fractures territoriales, des fractures sociales qui se sont exprimées depuis 3 ans. Voilà, maintenant... Vous voyez une inflexion, là, quelque chose qui change. Non, je veux dire, on va voir quel sera exactement le contenu. Mais c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que ces éléments-là sont nouveaux. Je regarde j'essaye de voir ce qui est nouveau. D'accord. Hein. Ensuite, il y a l'équipe sortante est quasiment reconduite, en quelques modifications près. Et puis, c'est un gouvernement qui reste très La République En Marche. Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de tournant. Sur l'écologie, il n'y a pas... Alors c'est Barbara Pompili que vous avez connue. Particulière sur l'écologie, on ne voit pas la force écologique dans ce gouvernement. C'est la Elle numéro a été 2. votre secrétaire d'État, Barbara Pompili. Oui, tout à fait. C'est une femme très... à la biodiversité. Elle est travailleuse, elle est sérieuse, elle est travailleuse, et elle connaît bien son sujet. Et c'est une femme de conviction, donc elle fera sans doute bien son travail. Mais vous savez, pour te dire le choc dans ce ministère où il y a eu beaucoup de démissions, parce que quand vous regardez la brièveté de la durabilité des ministres de l'environnement dans leur poste, elle est très courte. Donc il faut pour tenir le choc, face aux autres ministères, et en particulier au ministère de l'économie et des finances. Alors quel conseil vous lui donneriez ? Quel conseil vous lui donneriez ? L'agriculture, hein, c'est ça. Quel conseil vous lui donneriez ? Quel conseil je lui donnerais de ne pas lâcher sur les convictions et sur les perspectives à atteindre et sur les objectifs à obtenir. C'est des combats. C'est des combats au sein d'un gouvernement. Vous la jugez apte à encaisser ce choc, vous le dites, face à d'autres ministères puissants ? Je pense que c'est une femme d'expérience, d'abord parce qu'elle est parlementaire. Elle a déjà été, donc, elle connaît bien le ministère de l'Environnement. Elle a travaillé avec vous. Parce elle travaille avec moi comme secrétaire d'État à la biodiversité. Elle a fait du très bon travail. Donc, elle a tout pour réussir. Mais il faut une force politique. C'est-à-dire que pour réussir les arbitrages, par exemple, si elle veut remettre le crédit d'impôt de transition énergétique ou si elle veut revenir, parce que l'enjeu, c'est de revenir sur la trentaine de reculs qui est le passif du gouvernement précédent. En matière d'environnement. En matière environnementale, entre les permis d'hydrocarbures, la suppression du crédit d'impôt, la suppression des territoires énergie positive, la baisse des tarifs de rachat des énergies éoliennes en mer, la suppression des subventions à l'agriculture bio, les suppressions aussi l'affaiblissement dans les normes de protection des espaces naturels classés, puisqu'il y a un transfert de responsabilité au niveau local, donc avec tous les risques que cela comporte. De pression locale. L'affaiblissement des normes sur les établissements classés, notamment ce qui explique... Elle a une sacrée liste de courses, là. Ah ben oui, il suffit de reprendre la trentaine de reculs et déjà de remettre à niveau par rapport à ces reculs-là. Ensuite, il y a l'application de l'accord de Paris sur le climat. Donc, qui est un peu à l'arrêt. Par exemple, l'Alliance solaire internationale est à l'arrêt. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les coalitions d'action qui sont à l'arrêt, auxquelles il faut redonner une impulsion. Et puis, surtout, accélérer cette transition, c'est-à-dire veiller à ce que, dans le plan de relance, la dimension environnementale soit massive et que les subventions soient bien conditionnées. Or, les banques continuent à financer les énergies fossiles et les aides données à l'automobile et à l'aviation l'ont été sans contrepartie environnementale. Ségolène Royal, vous dites on est plutôt dans le prolongement du gouvernement précédent. Il y a quand même quelques arrivées surprenantes. Par exemple, l'avocat Éric Dupond-Moretti qui devient garde des Sceaux, le retour de Roselyne Bachelot et qui cette fois-ci prend le portefeuille de la culture. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il faudra le juger. Vous savez, quand un nouveau gouvernement arrive, on lui souhaite de réussir. Oui, première chose. Il faut le souhaiter, parce que vu la situation dans laquelle nous sommes et la crise sanitaire, la crise économique massive qui se profile à la rentrée, et notamment sur les jeunes, je pense qu'il y a une priorité sur la question des jeunes. Il y a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Les jeunes sont en grande situation de précarité après le confinement. Ils n'ont pas pu accéder au job d'été. Ils ont perdu leur place en apprentissage. Donc, un des problèmes les plus dramatiques à régler aujourd'hui par anticipation, sans attendre septembre, c'est la question de la situation. On va y revenir justement. On va remercier Tam, parce que c'est Brigitte Boucher qui va arriver tout à l'heure. Merci Tam. Merci. Encore un petit mot, parce que vous disiez que c'est un gouvernement très La République En Marche. Ça veut dire quoi dans votre esprit ? Non, on disait par exemple qu'il y aurait quelque chose de spectaculaire sur l'écologie. Oui. Il y a une ministre écologiste, c'est vrai. Par exemple. Il y a une secrétaire d'État, Emmanuelle Vargon. Elle n'est pas écologiste, elle vient de... d'écologiste, vous voulez dire, oui. D'accord. Oui. Que Barbara Pompili vient de l'écologie.
Oui, par exemple. D'accord. Très La République En Marche, oui, ça veut dire que ça se replie un peu sur soi. Oui, on voit pas l'évolution politique par rapport à l'équipe précédente, même si elle a la rentrée de la société, un peu de rentrée de la société civile. Et puis des concepts nouveaux, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Maintenant, il faut regarder aux actes, il faut souhaiter bonne route, bon vent et bonne réussite. Maintenant, on va accueillir Brigitte Boucher de LCP Assemblée nationale. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis, bonsoir Madame Royal. Alors après avoir été très critique sur la crise sanitaire, le déconfinement aujourd'hui, vous diriez qu'il est bien géré ou pas ? De toute façon, ça fait plaisir le déconfinement. Donc vous voyez, c'est pas la même, comment dirais-je, stratégie d'analyse entre un confinement et un déconfinement. Ce qu'il y a peut-être quand on entend les filières professionnelles se prononcer, notamment sur la question du tourisme, sur la question des hôtels, sur la question des restaurants, il y a des restrictions qui sont parfois incohérentes, parce que vous voyez, il y a des terrasses de café bondées et à côté des restaurants ou des hôtels qui n'ont pas le droit d'ouvrir. Donc ça, c'est voilà, il y a une souffrance, je pense, dans tout ce secteur des PME, de l'hôtellerie et de la restauration. Et ça, je pense qu'il faut le régler assez vite. La seconde chose, ce sont les festivals de l'été. C'est-à-dire la culture paye un très très lourd tribut à la crise sanitaire. Et ça risque d'être très douloureux parce que c'est beaucoup de chômage. Ce sont souvent des entreprises qui sont déjà assez fragiles. Et là, la suppression de tous les festivals, ça pose quand même un problème. Est-ce qu'il n'y avait pas une solution ? Est-ce qu'il n'y a pas encore une solution pour sauver un certain nombre de festivals ? C'est Roselyne Bachelot qui devra y répondre désormais. Avec des gestes, bien sûr, avec des circonstances sanitaires. Et puis l'école, la reprise de l'école qui a fait tellement plaisir aux enfants. C'était réussi, ça, et aux enseignants. Oui, mais c'était très court. Et certains auraient souhaité que l'école puisse continuer jusqu'au 15 juillet, par exemple. Mais ça a repris. Et ça n'a pas été fait. Mais ça a repris, il fallait absolument que ça reprenne. Même si ça a été beaucoup trop confiné, l'école, puisque tous les médecins disent qu'il n'y avait pas beaucoup de risques dans l'école. Et pourtant, ça a été quand même dramatiquement confiné. Sauf qu'on voit qu'il y a des foyers qui reviennent, des clusters, qu'on craint éventuellement une deuxième vague. Et qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place du gouvernement, en cas de deuxième vague ? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, reconfiner ou pas ? D'abord, avant d'attendre la deuxième vague, il faut être prête. Et la France est prête à vos yeux ? Elle ne l'est pas encore. Je crois que le ministre de la Santé y travaille. Mais puisqu'on a l'expérience de la première vague, il faut écouter les personnels soignants. Et en particulier, il faut répondre à leurs préoccupations. Parce que là, ils sont encore dans la rue. Mais par exemple, il n'y a pas assez de tests ? Vous diriez qu'on n'est pas prêt ? D'abord, il y a de ce l'humain. point de Il y a vue-là ? les personnels soignants. Les personnels soignants dans l'hôpital aujourd'hui, alors que les négociations ont commencé le 25 mai, n'ont toujours pas satisfaction. Donc ça, c'est l'urgence de la semaine qui vient, parce que imaginez une seconde vague, alors que les personnels soignants déjà fatigués sont encore plus fatigués parce qu'ils doivent revendiquer les décisions qu'on leur a promises. On ne pourrait pas compter sur eux, vous pensez ? Si, on pourrait compter sur eux, mais il vaut mieux compter sur eux, sur des personnels soignants bien rémunérés, rassérénés, contents de... C'est la priorité pour vous, augmenter les personnels soignants. Mais oui, puisque ça a été promis. Oui. Vous savez que la France est au 25e rang. C'est toujours pas fait. Non. C'est toujours pas fait. Or, gouverner, c'est apporter des solutions. Et ça, c'est une urgence, ne serait-ce que pour la souffrance de ces personnels soignants, par le respect qu'on leur doit. On ne peut pas les avoir applaudis tous les soirs et aujourd'hui, ne pas passer aux actes quant au respect qu'on leur doit. Ce sera le Ségur de la santé, ça devrait être bientôt. Voilà. Alors, ce serait annoncé même dans les prochains jours. Oui. Il y a quand même des solutions qui sont sur la table. On parle de 15 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments, du matériel, et 7 milliards pour les salaires. Est-ce que vous, cette enveloppe-là, elle vous paraît suffisante ou pas ? Je crois qu'à force de parler d'enveloppe financière, on ne sait pas ce que ça veut dire, les enveloppes. Vous voyez ? Donc, il faut savoir ce que ça permet de faire. Parce que c'est pas en lançant comme ça des enveloppes. Les Français n'y croient plus aux enveloppes comme ça qu'on lance. Et puis souvent, je vais vous dire d'expérience, le ministère des Finances lance des enveloppes et puis après, il cherche surtout comment ne pas dépenser l'enveloppe. C'est systématique. Sauf que là, il y a plus de 20 milliards qui sont mis sur la table. Non, c'est quand même c'est l'annonce. Les gens ne croient plus aux annonces. Ils croient à ce qu'ils voient, à ce qu'ils peuvent toucher, à ce qu'ils peuvent éventuellement contrôler. Donc, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les critères retenus. Et on sait que la bonne solution pour les personnels soignants, c'est d'aligner les rémunérations des personnels soignants sur la rémunération des fonctionnaires de l'État ou des fonctionnaires des collectivités territoriales. Donc plus pour les salaires, c'est ça il faudrait plus d'argent pour les salaires. Et puisque nous sommes au 25e rang des salaires, qu'il y a un nombre de postes vacants considérable, parce que les salaires ne sont suffisamment pas
pas élevé par rapport à la dureté des tâches et du métier. Il faut impérativement, d'ailleurs ça a été promis par le président de la République, revaloriser ces salaires. Et tout cela avec un plan de relance des économies qui se profile. Alors un plan global qui est attendu à la rentrée. Pour vous, quelles sont les priorités? Sur quoi faudrait-il axer ce grand plan de relance? Alors je l'ai dit déjà avec des propositions très précises que nous avons faites après y avoir travaillé, notamment sur la transition énergétique. Donc on le sait maintenant, ça a été répété 1000 fois, mais il faut que l'État accepte de lancer des chantiers publics en lançant des appels à projets et des travaux qui peuvent démarrer vite, comme on faisait dans les territoires énergie positive qui ont été supprimés. On pourrait les rétablir, ces territoires énergie positive. Barbara Pompili, qui les a bien connus, va peut-être avoir cette idée. Pourquoi ? Parce que c'est très rapide. En tout cas. Parce que c'est très rapide. On délègue les moyens financiers aux collectivités locales. Elles font la liste des bâtiments à rénover. Elles peuvent lancer les appels à projets, les marchés publics, et les travaux peuvent commencer. Surtout que maintenant, les conseils municipaux sont tous en place. Hein. Surtout les conseils municipaux. De dire, ça va être donc c'est une force de frappe, les conseils municipaux qui viennent d'arriver. Donc la priorité de ce plan de relance, c'est la transition écologique, évidemment. Oui, c'est la transition écologique. Pourquoi ? Parce que c'est le bâtiment. Vous connaissez, quand le bâtiment va, tout va. Et ça reste vrai. Et ce sont des emplois non délocalisables et en plus des opportunités de mettre des jeunes en formation professionnelle, en apprentissage sur ces nouveaux métiers, de la rénovation des bâtiments, des énergies renouvelables, de la biodiversité, du nettoyage des forêts. Donc il y a beaucoup de la rénovation je fais cette proposition de la rénovation des circuits d'eau souterrains. Vous savez qu'on perd entre 30 et 70% de gaspillage d'eau parce que les réseaux souterrains de distribution d'eau ne sont plus en état. Oui. Donc voilà, ça c'est des chantiers qui sont très importants. Alors, parce que tout ça c'est pour lutter contre le chômage. Alors oui, le président de la République a donné une interview où il a dit qu'il fallait rompre avec cette maladie française qui est la préférence pour le chômage. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense que l'expression, alors je ne sais pas à quelle occasion cette expression et pourquoi est-ce qu'elle a été... Dans l'interview à la presse quotidienne régionale, qui a été lue et relue. Hein. Mais vous voyez, c'est dur pour les gens d'entendre ça, parce que tous ceux qui ont perdu leur travail, toutes les entreprises qui sont en faillite, toutes les PME qui sont épuisées, non, les gens ne font pas le choix du chômage. Un président ne devrait pas parler comme ça ? Je ne vais pas aller jusque-là, parce que je pense qu'il a eu peut-être de bonnes raisons de dire cela, mais ce n'est pas le ressenti des gens. Vous voyez, ce n'est pas ça. Je parle dans mon livre, justement, des chocs reçus par le dénigrement. Lorsque les gens qui ont perdu leur travail, ou qui ont peur de ne pas en retrouver, ou qui sont en faillite, qui ne peuvent plus payer leur loyer, etc., qui entendent ça, qui font le choix du chômage, et puis les pays étrangers, qui entend le président de la République dire « mon pays fait le choix du chômage ». Déjà qu'on est caricaturé par certains pays en disant les Français ils sont tout le temps en vacances, etc. Ils préfèrent les vacances au travail. Si nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, si le président de la République. Si le président de la République projette sur nous ce type de vision, c'est pas très bon pour la force économique du pays. Une dernière question. Alors, une réforme qui est en cours, qui a été stoppée, c'est la réforme des retraites. Le président a dit qu'elle devrait reprendre. Pour vous, c'est pas forcément une bonne idée. Et pourtant, on attend un déficit qui devrait être proche des 30 milliards d'ici la fin 2020. Alors, est-ce qu'il faut la faire ou pas la faire ? C'est pas au contraire le moment de la faire ? Écoutez, honnêtement, je pense qu'il y a un consensus parmi non seulement les partenaires sociaux, mais aussi les Français qui entendent ça. Beaucoup de maires, d'ailleurs, qui ont été très étonnés d'entendre qu'on va encore perdre du temps sur la réforme des retraites. Il y a déjà tellement de choses à faire par rapport à la très grave crise. Oui, mais il y a un consensus sauf au gouvernement, parce que le gouvernement, lui, veut y aller. Jean Castex a dit, moi, j'ai pas envie de consensus mou, et puis on va y aller. À court terme, il a dit. Ouais. Oui, parce qu'un gouvernement n'aime pas remettre en cause des choses qu'il a dites avant. Sauf que là, c'est un nouveau Premier ministre. On aurait pu imaginer qu'il dit, puisque je suis nouveau, je vais faire autre chose. C'est pour montrer aussi qu'il y a une continuité, etc. Parce qu'il y a mais c'est une erreur. Cette ancienne idée qui consiste à dire, dès que vous renoncez à une réforme, on va dire que vous ne voulez plus rien réformer. Mais c'est une erreur de faire ça. Mais je pense surtout que c'est impossible. C'est impossible. C'est du temps perdu. Et la réforme par points, impossible. Il n'y a aucune justice dans cette réforme par points ? Non, mais c'est impossible dans le contexte. Là, aujourd'hui, la priorité, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est la grande pauvreté, c'est les retards scolaires pris par de nombreux enfants, c'est la souffrance des personnes de grand âge. Songez qu'il y a eu 650 000 personnes qui sont restées seules, de grand âge, qui sont restés seuls pendant tout le confinement. Donc beaucoup se sont laissés mourir, avec des familles qui n'ont pas pu les accompagner. Donc il y a aussi des séquelles de souffrance psychologique qu'il faut impérativement prendre en considération. Merci Brigitte d'être venue dans l'audition publique comme tous les lundis, et c'est un plaisir de vous recevoir ainsi que Tam au cours de cette saison, puisque c'est le dernier numéro de la saison, on va y revenir. Et on va accueillir maintenant les parlementaires qui vont débattre avec vous. Ségolène Royal.
On va d'abord faire... Les parlementaires vont arriver. Je voulais vous demander aussi, il est beaucoup question du RSA jeune. Oui. Pour les moins de 25 ans, parce Oui. que ça n'existe pas, ça divise la majorité. Vous parliez des jeunes tout à l'heure qui vont arriver sur le marché de l'emploi, 700 000, ça va être difficile. Oui. Seriez-vous favorable à un RSA jeune? On a l'antenne ? Ah oui. Seriez-vous favorable à un RSA jeune? Parce que je voyais que c'était... Oui, il y a quelqu'un qui nettoie en attendant que les parlementaires arrivent, mais tout se passe bien. Dans l'état. Seriez-vous favorable à un RSA jeune? Je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi c'est une bonne idée? Parce qu'il y a une grande précarité chez les jeunes. Mais c'est pareil, il ne faut pas que ça donne un signal de les jeunes n'ont plus accès. Ma préférence va à l'emploi pour les jeunes, ensuite à la formation professionnelle. Donc si on fait un RSA jeune, ça permet de gérer le problème de la précarité des jeunes. Et ça, c'est un grave problème, la précarité des jeunes. Avec un volet insertion? Avec un volet insertion obligatoire, formation professionnelle, stage en entreprise, etc. Il faut apprendre un métier. Mais vous êtes favorable au RSA jeune? Oui, je pense que c'est dans le contexte de grande précarité des jeunes, ça serait une façon de leur redonner une espérance pour le futur. Alors, Ségolène Royal, les parlementaires sont arrivés sur ce plateau. Vous vous demandiez ce qui se passait. Alors, je vous explique, j'explique à tout le monde. On nettoie les bureaux entre chaque intervention parce que c'est le protocole Covid. Donc, nous étions bien à l'antenne. Bonsoir Jean-Charles Colas-Roy, vous êtes député de La République En Marche de l'Isère. Et bonsoir Bruno Sido, vous êtes sénateur Les Républicains de la Haute-Marne. Et vous allez pouvoir, pendant une dizaine de minutes, échanger avec Ségolène Royal. On va commencer peut-être par vous, Bruno Sido. Vous voulez parler du nucléaire. Parce que dans votre circonscription, il y a Bure notamment. Mais l'actualité, c'est aussi Fessenheim. Oui, Madame Royal, moi je voudrais vous parler de l'actualité, c'est la fermeture de Fessenheim. Parce que moi je considère que, et beaucoup avec moi, considèrent qu'à la fois c'est un gâchis et un non-sens. Gâchis humain déjà pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de personnes très compétentes qui, et financier parce que cette centrale, c'était le président de la SN qui le disait, était une des plus sûres de France, puisqu'elle venait de subir sa révision décennale. Et puis, non-sens, parce qu'au fond, cette électricité qui ne s'est pas produite, EDF vient de le dire, on va être obligé, probablement cet hiver, sauf s'il est doux, sauf s'il n'y a pas de problème, d'importer de l'électricité pour qu'il n'y ait pas de coupure. Et cette électricité viendra d'Allemagne et de la combustion du lignite, et donc beaucoup de CO2. Quant à la Suisse, puisque finalement la Suisse est également propriétaire en partie à 15% de Fessenheim, elle importera de nuit de l'électricité d'origine nucléaire pour faire fonctionner ces STEP, stations de transfert et pompage, vous savez, et ce qui lui permettra de dire qu'elle a de l'électricité complètement décarbonée. Donc, au fond, l'écologie, parce que ce qui est important de mon point de vue, c'est le réchauffement climatique, c'est le CO2. Oui. Et par conséquent, il y a un vrai problème qu'il faudrait trancher, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Bon, alors, en plus, c'est moi qui ai signé, vous savez, le décret de fermeture qui a été retoqué par en le Conseil avril d'État, 2017. Oui, qui a été ensuite confirmé. Oui, oui, mais enfin... En tout cas, elle est en train d'être fermée, la centrale. Et donc, elle est fermée, ça y est. Oui, elle est fermée. Elle est fermée. Mais cette centrale, d'abord, c'est une des plus anciennes centrales qui n'est plus aux normes. S'il fallait aujourd'hui construire Fessenheim tel que est Fessenheim, vous le savez, on n'aurait plus l'autorisation de construire Fessenheim puisque les nouvelles centrales sont beaucoup plus sécurisées, notamment avec le double confinement, etc. Ensuite, c'était une centrale en zone sismique, qui en plus est en dessous du niveau... voilà, donc s'il y a un problème sismique, c'est-à-dire il peut y avoir une pollution de la rivière. Et ça, je pense que... En plus, c'est une centrale qui était tout le temps en panne. Quand vous regardez la programmation des deux réacteurs de Fessenheim, vous voyez tout le temps des pannes à Fessenheim. Donc, à quel prix est-ce que ça a été remis aux normes? Provisoirement, sans doute. Et donc, la vraie question, c'est le coût comparatif des différentes énergies. Et quand on dit que l'énergie nucléaire est moins chère que les énergies renouvelables, ça n'est plus le cas aujourd'hui, notamment avec le coût de retraitement des déchets. Vous le savez, l'investissement, le fameux grand carénage, c'est-à-dire l'investissement nécessaire dans la remise aux normes de toutes les centrales, puisque la plupart vont arriver à l'échéance de vie, c'est-à-dire à l'échéance de 40 ans. Et donc, la vraie question, c'est les énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'énergie solaire produit une énergie beaucoup moins chère que l'énergie nucléaire. Je ne voudrais pas vous contredire pour le plaisir, mais quand on annonce 60 € le mégawatt pour l'éolien, c'est juste faux. C'est quasiment le double. Parce que quand il n'y a pas de vent, il faut bien avoir de l'électricité quand même. Les mamans ont besoin de faire chauffer leur biberon, etc. etc. Et donc, il faut quand même des usines à côté pour assurer la continuité de la production d'électricité. Et donc là, il y a un langage qui n'est pas admissible parce qu'on ne dit pas la vérité aux Français.
Alors, je laisse... Mais l'idée, c'est pas de supprimer le nucléaire, c'était de diminuer la part du nucléaire, puisqu'on avait 75% de production d'électricité à partir du nucléaire, même 80%. Et l'idée, l'objectif, c'est de rabaisser à 50. Donc, moi, j'avais mis à 2025. Le nouveau gouvernement a reporté de 10 ans. Encore un chantier pour Barbara Pompili. Et moi, je trouve ça dommage. Pourquoi ? Parce que plus vous reculez, moins les investisseurs dans les énergies renouvelables sont motivés pour investir, parce qu'ils se disent, il y a encore 10 ans pour le nucléaire, et on ne va pas nous donner les moyens d'investir. L'Office parlementaire avait démontré que ce n'était pas possible en 25 ans. C'était louable comme objectif. Oui, mais il aurait été temps à ce moment-là de repousser éventuellement. Mais si vous découragez les industriels du renouvelable en leur disant, on en prend encore pour 10 ans du nucléaire, ils investissent plus, et donc il y a eu un ralentissement des investissements, et notamment dans les nouvelles technologies, par exemple l'éolien en mer, l'éolien flottant. On va passer le prix de rachat de l'éolien flottant a été rabaissé, ça c'est dommage. Alors, Jean-Charles Colas-Roy, qui est ici, lui veut vous parler, revenir sur la Convention citoyenne sur le climat, qui a beaucoup fait parler ces derniers jours, mois même. Tout à fait, oui. Sur le nucléaire, je note quand même qu'il s'agissait d'une promesse de François Hollande et de la mandature précédente de fermer Fessenheim d'ici 2017, et que c'est nous-mêmes qui l'avons mise en place, puisque c'est nous-mêmes qui le fermons. Moi, je me réjouis déjà de convergence de vues. Je vous ai écouté depuis le début de l'émission sur une écologie positive, plus que punitive, et puis sur le fait de réconcilier écologie et économie. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on a une vision partagée, et c'est intéressant de le noter. On a un chantier en commun aujourd'hui, c'est de mieux associer les citoyens aux prises de décision et au débat. Et la conférence climatique, avec ses 150 citoyens, a montré que c'était possible de trouver du consensus pendant ces 9 mois de travail. Et j'ai donc été très, très surpris que vous disiez que finalement un référendum, comme ils l'appellent de leur vœu sur par exemple la réforme de la Constitution, eh bien qu'un référendum n'avait pas de sens à vos yeux, alors même que je vous pensais très favorable à la démocratie délibérative ou participative. C'était un des thèmes de votre campagne présidentielle. Donc pourquoi tant de réticence aujourd'hui par rapport à cette convention et à une possibilité de référendum ? Parce que je pense qu'il y a urgence et qu'on sait ce qu'il faut faire. Et si on perd du temps dans un référendum qui va politiser un débat, qui va coûter cher, qui va prendre du temps, qui est forcément schématique, puisqu'un référendum, c'est en oui ou non, alors qu'on sait ce qu'il faut faire et que l'urgence, c'est les investissements. Pour reprendre l'exemple de Fessenheim, ce que j'avais proposé en fermant Fessenheim, c'est qu'on y installe la fameuse usine franco-allemande de Tesla, parce que vous voyez Elon Musk, j'avais même vu Elon Musk monter dans sa voiture, et je lui dis, mais c'est là, c'est à Fessenheim, dans une zone franco-allemande à constituer, que l'on pourrait mettre l'usine européenne sur Fessenheim avec des batteries électriques. C'est-à-dire réussir cette transition en redonnant de l'espoir quand quelque chose ferme, pour redonner de l'espoir. Et ça, j'espère qu'il y aura une mutation. Et la seconde chose, c'est de faire de Fessenheim, et ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire, on peut aussi imaginer des consultations locales par rapport aux préoccupations des mutations des bassins d'emploi. C'est de faire en sorte que Fessenheim soit... Vous savez, il y a 400 centrales à travers le monde à démanteler. 400. Donc, c'est un marché mondial colossal. Donc, en faire un chantier exemplaire du démantèlement des centrales et capter le marché mondial du démantèlement des centrales, ça, c'est une piste. Mais je reviens à la question de Jean-Charles Colas-Roy. Je prends cet exemple pour montrer qu'on sait dans tous les domaines ce qu'il faut faire. Donc, c'est le gouvernement qui doit prendre ses responsabilités, c'est ce que vous voulez dire. Oui, le gouvernement, les entreprises, enfin, je veux dire, c'est du local, c'est important de créer du consensus. Sur un référendum, et vous vous poseriez quelle question ? Par exemple, sur la réforme de la Constitution. Vous voyez, mettre l'environnement dans l'article 1er, la préservation de l'environnement dans l'article 1er de la Constitution. Oui. Vous voyez, moi j'ai été rapporteur de la loi hydrocarbures, dite loi Hulot, qui a permis d'éviter 50 signatures de permis depuis qu'elle est en place, 2017. On avait redonné 10, oui. Oui, mais parce que justement, on se heurte dans la Constitution au respect des droits des entreprises et à la liberté d'entreprendre. Et mettre cette préservation de l'environnement, cette préservation de la biodiversité à l'article 1er, au même titre que la liberté d'entreprendre, eh bien c'est une avancée majeure pour faire ces actions. Alors, non, mais je veux dire, c'est pas inutile. Enfin, je veux dire, c'est plutôt positif. Vous avez dit que c'était un non-sens, que ça ne faisait aucun sens. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que le risque, c'est quoi ? C'est qu'on réforme la Constitution et qu'on fasse rien d'autre. En se donnant bonne conscience. Dans la Constitution, il y a tout. Il y a le droit à la santé aussi. Ben, regardez, les personnels de santé sont obligés encore de manifester. Donc, ce que je veux pas, c'est que la politique se résume à des principes. On se fait plaisir en mettant ça dans la Constitution. Il y a déjà la charte de l'environnement dans la Constitution. Il y a l'accord de Paris sur le climat qui doit être appliqué. Donc tous les textes, on les a. Donc maintenant, on a besoin d'action. Ça ne fait pas de mal de mettre ça dans la Constitution, je suis d'accord avec vous. Mais le risque, j'ai tellement vu des responsables politiques se faire plaisir avec des mots, des lois, sans se préoccuper de leur application, alors qu'aujourd'hui, face à la crise économique et au risque du chômage,
l'environnement devient une valeur et un levier pour créer des activités et des emplois. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Bruno Sido, voulez-vous évoquer un autre sujet que sont les pesticides? Parce que ça, c'est un sujet qui est vraiment... Alors, j'allais dire, ça fait des années et même des décennies qu'on en parle, et il y a toujours ce conflit-là entre environnement et agriculture. Oui, les pesticides et les agriculteurs, à vrai dire. Je pars du constat que la France, qui était le premier pays agricole au moment de la création du marché commun, etc., est maintenant dépassé par l'Allemagne. Alors, c'est assez étonnant et on se demande pourquoi. Les Français ont besoin de s'intéresser à tout cela, ont besoin de têtes de Turcs éventuellement. Alors, c'est le Roundup et c'est le nucléaire. Bon, en plein dans le sujet. À vrai dire, j'ai eu affaire au Sénat à un excellent ministre de l'Agriculture par ailleurs, M. Le Foll, qui nous disait à la fois il faut faire de l'agriculture durable et ne plus labourer parce que le carbone dans le sol, etc., etc. Et en même temps, c'était, vous voyez, ça existait déjà, supprimer le Roundup. Ça n'est pas possible. Oui. Et par conséquent, ce que demandent les agriculteurs, c'est que, bien entendu, ils sont dans l'environnement en permanence, tous les jours. Mais c'est qu'on leur donne le temps de s'adapter et qu'on leur propose des solutions alternatives. Je cite le Roundup parce que c'est à la mode. On pourrait citer des insecticides, etc. Et donc, voilà, les agriculteurs sont très inquiets et attendent qu'on aille dans le bon sens, que le gouvernement aille dans le bon sens et comprenne les problèmes. Donc sauver les agriculteurs, c'est ça que vous voulez dire? Absolument. Ségolène Royal. Mais on peut sauver une agriculture sans pesticides? Non. Parce que les consommateurs veulent maintenant manger sainement. Ils veulent plus manger de pesticides. Parce qu'on sait que c'est cancérigène. Et d'ailleurs, le taux de cancer chez les agriculteurs est supérieur au taux de cancer de la moyenne nationale. Les viticulteurs, par exemple... les viticulteurs, oui. Les viticulteurs ont beaucoup de cancers. Et même l'âge de la puberté, vous savez, dans les familles, des petites filles qui sont dans les familles de viticulteurs, elles ont la puberté à l'âge de 8-9 ans. C'est-à-dire les perturbateurs endocriniens aussi sont dramatiques sur tout l'appareil reproductif du corps humain. Donc ça, je pense qu'on peut... Même pour protéger les agriculteurs, on ne peut pas passer ça sous silence. Et il faut forcer les industries chimiques à mettre sur le marché des produits non nocifs. Oui, c'est ça, des alternatives. Des alternatives. Mais tant qu'il n'y aura pas de contrainte, là pour le coup, il faut de la contrainte, les industries chimiques, elles ont intérêt à vendre des produits qui sont déjà amortis, dont les brevets sont déjà amortis. Oui, donc l'intérêt des agriculteurs, comme l'intérêt de la nation et l'intérêt des consommateurs, c'est d'exiger de l'industrie chimique qu'elle mette sur le marché des produits non nocifs. Et ça existe. Mais ça leur coûte plus cher. Donc elles ne vont pas me les mettre sur le marché. Ça existe, tant mieux. Je ne peux que me réjouir. Oui, mais ça leur coûte plus cher. C'est sûr que ça... Oui, mais vous comprenez, c'est indispensable parce que l'agriculture avec zéro produit pour protéger la nature, ça ne peut pas marcher, ça n'existe pas. Non, il faut des produits pour protéger, ça, voilà. Je suis d'accord. Mais maintenant, il y a des produits non nocifs. Tout à fait. Bon, et c'est vrai aussi dans les cosmétiques, on découvre que finalement, il y a des choses, des produits non nocifs, mais qui coûtent peut-être un peu plus cher à fabriquer, mais qui ne portent pas atteinte à la santé. Donc c'est ça, je pense, qu'il faut trouver. En revanche, si je puis me permettre, il y a justement une des propositions de la Convention avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est quand on a dit qu'il faut manger moins de viande et moins de produits laitiers. Mais c'est extravagant d'entendre ça. Oui. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a plein de familles qui ne peuvent pas se payer de la viande, donc déjà, entendre ça, ou des bons produits laitiers. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, vous êtes d'accord avec moi. Et ça, c'est dramatique pour les agriculteurs et pour la filière bouchère. Et puis c'est le système américain. Ils mangent quoi maintenant, les enfants qui entendent ou qui voient à la télé, il faut manger moins de viande? Ils mangent quoi? Des pizzas grasses, des céréales importées ou bourrées de pesticides, alors que ce qu'il faut, c'est la qualité, c'est la bonne viande, des bons produits laitiers. Et là, la France est au premier rang. Donc ça, il faut faire très attention à cette idéologie alimentaire qui nous oriente vers le système américain et donc vers des problèmes de santé. Des problèmes de santé et d'obésité. À propos de pollution, Jean-Charles Colarroy, vous voulez revenir sur l'idée de la taxe carbone. Alors quand on parle de ça, c'est un peu explosif, mais je vous laisse faire. Oui, bien sûr, je voulais vous interroger sur ce sujet parce que c'est vrai que donner une valeur au carbone, un prix au carbone, c'est important, en particulier pour le sujet des gaz à effet de serre, des émissions de CO2. Vous-même, vous vous êtes heurté à de nombreuses résistances, puisque vous avez voulu mettre en place une fiscalité sur le gazole des poids lourds, la fameuse écotaxe. C'est vraiment avec... Ça a été voté avant moi. Oui, mais avec vous avez hérité les manifestations
très violente des bonnets rouges. Vous avez connu ça. Oui, j'ai arrêté ça. Bien sûr, oui, vous avez arrêté ça. Et effectivement, aujourd'hui, comment remettre en place une fiscalité du carbone, en particulier à l'échelle européenne? Voilà, moi je suis intéressé pour avoir votre avis là-dessus. Comment créer du consensus avec des pays, en particulier des pays de l'Est, où il y a une forte dépendance au charbon? Et puis, est-ce que vous êtes favorable au maintien des exonérations pour certains secteurs? Je pense par exemple aux pêcheurs ou aux routiers, qui aujourd'hui payent moins cher leur gazole, leur carburant. Eh bien, comment faire cette convergence sans forcément que cela crée des manifestations trop violentes, comme la crise des bonnets rouges? Je pense qu'il faut adopter le même principe, c'est-à-dire la transition énergétique. Pour les pêcheurs et les routiers, c'est quoi la transition énergétique? C'est les biocarburants. Et ceux qui mettent en place des biocarburants, et donc ça fait aussi un débouché pour l'agriculture. Donc ça, il faut accélérer les biocarburants. Ou le biogaz, ou l'hydrogène. Le biogaz, ou l'hydrogène, etc. Accélérons cela, et ça donne des débouchés locaux non délocalisables. Sur la taxe carbone, sur le prix du carbone, ça fait monter le prix du carbone. Donc quand vous mettez une taxe carbone, pourquoi la taxe carbone a suscité les gilets jaunes et les révoltes? C'est parce que les gens qui habitent dans les périphéries, donc qui ont moins d'argent, finalement se sont sentis rackettés. Parce que tout d'un coup, ils sont obligés de prendre leur voiture et ils se sont sentis rackettés. En milieu rural? En milieu rural. Et dans les périphéries des villes. Et au départ, un gilet jaune sur deux est une femme. Une femme petite, avec des petites retraites, qui a besoin de sa voiture ou des pour petits aller chercher salaires. ses petits-enfants, etc. Ou des petits salaires. Donc, il faut faire très attention à ça. Et l'écotaxe, c'est pas moi qui l'ai faite, j'en ai hérité et j'ai vu l'imbécilité de l'écotaxe, pardon. Mais quand les producteurs de chou-fleur de Bretagne payaient l'écotaxe comme les grands transporteurs internationaux qui prenaient leur essence en Belgique et traversaient toute la France, et c'était la même écotaxe que nos transporteurs. Mais justement, pourquoi ne pas l'avoir adapté alors que ce principe est plutôt assez bon, assez favorable, de taxer les routiers qui traversent notre territoire? Oui, donc j'en viens justement à la réponse à votre deuxième question. Pourquoi pas une écotaxe européenne? À ce moment-là, j'ai dit, mettons l'écotaxe aux frontières. Mais rien ne s'est passé. Mais rien ne s'est passé. Alors comment faire? Eh bien, il faut mettre l'écotaxe aux frontières, il faut qu'il y ait une décision européenne. Comment créer du consensus? Il faut remettre ça en mouvement et faire en sorte d'obtenir une décision européenne sur les. Mais vous n'avez pas réussi finalement pendant 5 ans. Non, parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'était que c'était pas possible dans le cadre des normes européennes, ce que je crois pas. Je pense que c'était parfaitement possible, mais il n'y a pas eu de consensus au niveau européen. Donc moi, j'ai supprimé les quotas, qui était une absurdité. Je voulais dire, pardonnez-moi. Et la taxe carbone, on aurait dû, en 48 heures, on l'aurait enlevé, on n'aurait pas eu les gilets jaunes. Hein. Sur ce sujet, le problème de la France, c'est qu'elle a inventé la TIPP, enfin ça s'appelle plus comme ça maintenant, mais une taxe lourde sur les carburants. Oui. Et donc on arrive à un prix maximum du carburant, alors même que la Suède, par exemple, a pu faire une taxe carbone ou une écotaxe sur le carburant parce qu'il n'y avait pas cette TIPP. Donc notre TIPP, c'est une taxe, et c'est une écotaxe. Une taxe carbone? Oui, c'est une écotaxe déjà. Faut le dire. Faut le dire. Ça existe déjà. Oui, bien sûr. Faut le dire. Alors du coup, Jean-Charles Colas-Roy, est-ce que le gouvernement actuel y arrivera à cette écotaxe européenne d'après vous? Est-ce que vous êtes en train de dire à Ségolène Royal que vous allez réussir ce qu'elle n'a pas pu faire? Non, je la mets aussi devant ses responsabilités et nos responsabilités collectives. C'est qu'effectivement, il y a un consensus à trouver à l'échelle européenne. Effectivement, en France, si nous remettons une fiscalité sur le carbone, il faut de la justice sociale. Et je crois que ça, c'est on peut tirer les enseignements de la crise des Gilets jaunes. Mais avancer au plan européen, ce n'est pas simple et ça prend du temps. Donc, il faut aussi ne pas mentir aux Français et ne pas leur faire croire que ça serait simple de mettre une taxe carbone à l'échelle de l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a une volonté. Tout dépend ce qu'on ferait avec cette taxe. Il y a d'autres urgences que de mettre des taxes. Moi, je veux bien qu'on avance sur la taxe aux frontières. Si on la fait, tant mieux. Mais pour faire quoi? Pour financer quoi? Vous voyez, ce qu'il faut, c'est financer du fret ferroviaire. Or, le paradoxe, c'est que le fret ferroviaire diminue. Donc, il faut relancer le fret ferroviaire, c'est-à-dire le transport de marchandises par le train, parce que ça, c'est complètement écologique, d'une part. Et d'autre part, il faut favoriser les circuits courts, qu'il y ait moins de transport. Et d'ailleurs, une des conséquences du confinement, ça a été aussi un problème écologique, puisque du coup, les gens, au lieu d'aller chez les commerçants de proximité, ont commandé par Internet. Et donc, ça a fait beaucoup de transport. Et le problème, c'est qu'Amazon, par exemple, pour ne citer sans leur faire de publicité, ils n'intègrent pas le coût de leur pollution. C'est-à-dire le transport par camion des paquets. Vous achetez un livre, ça coûte très très cher en termes de pollution, le transport. Alors que le livre peut coûter 1 euro. Alors il coûte 1 euro, sauf que la pollution et le carbone produit par Amazon n'est pas taxé. J'espère que vous ne vendez pas votre livre sur Amazon.
Ah bah si, il est vendu sur... il n'y a pas de résolution privée, ça existe. Je me suis permis d'être un peu taquin, mais vous voyez, par exemple, il ne faut pas les critiquer, il faut être cohérent. Pour que pendant le confinement, les librairies ne restent pas ouvertes. Bon. Vous voyez, par exemple, alors, non, parce que ça paraît anecdotique, mais c'est le fait d'encourager les circuits courts et le commerce de proximité. Sur les circuits courts, vous avez noté... Et c'est le dernier mot. Oui, que dès que le déconfinement a eu lieu, les circuits courts sont en train de disparaître. C'est ça qui est terrible. Et donc là, il faudra prendre une prise de conscience. Bien. Merci Bruno Sido, merci Jean-Charles Collaroy d'être venu sur le plateau d'audition publique et d'avoir débattu avec Ségolène Royal. On va faire un détour par le Figaro Live où nous attend Vincent Roux. Bonsoir Vincent. Parce que nos téléspectateurs, ils lisent l'actualité, notamment sur le Figaro. Ils suivent les débats sur le Figaro Live et audition publique. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Alors, bien entendu, les articles les plus lus sont les articles qui concernent le remaniement aujourd'hui. Et parmi les articles les plus lus, notamment sur le site du Figaro, celui intitulé « Quand Macron contredit déjà Castex », notamment sur la date du discours de politique générale, les tweets présidentiels sur l'objectif assigné au nouveau gouvernement. Et ça a inspiré ce commentaire à cet internaute qui se fait appeler Rebelle. « Castex sert de vitrine à Jupiter qui continuera à tenir les ficelles. Changement de casting n'est pas changement de politique. » Et vous, qu'en pensez-vous, Ségolène Royal? Alors déjà, sur la première partie de la question, qui est que le président de la République va intervenir avant le discours de politique générale du Premier ministre. Cette méthode, ça vous choque? Ça choque apparemment les téléspectateurs. Non, ça ne me choque pas. Il va intervenir le 14 juillet. Oui. Oui, ça ne me choque pas, c'est la fête nationale. Non, mais le Premier ministre va faire son discours de politique générale après. Mais oui, ça ne me choque pas. Non, c'est normal. Non, c'est le président de la République nomme son Premier ministre, donne les grandes orientations, et il se trouve que le 14 juillet est là. Donc le président de la République va s'exprimer. Et sur le côté... ça ne choque pas. Et puis tout le monde a bien compris qu'il voulait reprendre la main sur la politique, sur les grandes orientations, sur les décisions. Donc voilà. Donc Jean Castex, comme disent, je reprends les questions que Vincent évoquait, des questions de téléspectateurs. Hein. Oui. Vous me dites, hein, Vincent, si je me trompe, mais Jean Castex, il est là pour redonner du lustre à Emmanuel Macron? Je pense qu'en début de composition d'un gouvernement, c'est trop tôt pour critiquer ou pour donner des impressions comme ça à la va-vite. Je comprends que les internautes le fassent. Hein. Ils vont vite, moi, en tant que responsable politique, je dis attendons de voir ce qui se passe. On ne peut pas juger comme ça alors que rien n'est commencé. Le gouvernement n'a même pas une heure d'existence. On va voir. Merci Vincent. Il y a une suspicion. Oui, allez-y. Il y a une suspicion, Ségolène Royal, c'est que le changement de casting n'est pas un changement de politique. Vous, votre point de vue, justement, sur ça, vu qu'on connaît le casting maintenant. Alors, pour être très précise là-dessus, il y a un peu une contradiction entre, effectivement, les déclarations d'Emmanuel Macron qui dit qu'il va se réinventer, qui va tenir compte de ce qui a été dit dans le scrutin des élections municipales, et le casting qui n'est pas profondément un grand changement par rapport au gouvernement précédent. C'est le même profil, c'est le même type de... Vous voyez, la même typologie de ministres. D'ailleurs, beaucoup qui restent. Il n'y a pas ni d'élargissement massif vers l'écologie, ni d'élargissement vers la gauche. Il y a pas. Merci Vincent. C'est pas un gouvernement d'union nationale. Yves Tréhard nous a rejoint. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis. On va continuer sur le gouvernement peut-être. Pour commencer, on continue sur le gouvernement avec vous? Oui, alors il y a une figure, vous dites il n'y a pas grand changement. Si, il y a une figure qui se dégage. C'est Éric Dupond-Moretti qui devient garde des Sceaux. Donc il a fait chroniqueur sur Europe 1, oui, grande figure du barreau est considéré comme tel et avec une personnalité très très forte, très indépendante. C'est une bonne idée de le nommer garde des Sceaux. Là aussi, on va juger sur le résultat et sur les actes. Mais c'est vrai que c'est étonnant dans la mesure où, encore très récemment, Éric Dupond-Moretti, je crois, avait déposé plainte. Il a déposé plainte. Contre le parquet. Le parquet général, oui. Pour les magistrats, ça va faire assez étrange. C'est pour flatter les avocats qui sont quand même très en colère sur la réforme des retraites, notamment? Je ne crois pas. Je pense que... Je ne sais pas quelle est la raison de cette nomination. Maintenant... Éric Dupond-Moretti peut très bien jouer son rôle, sa mise en scène, etc., en tant qu'avocat sur les médias. C'est un bon avocat qui joue bien son rôle d'avocat, qui se scandalise, etc. Et puis se mettre vraiment dans le... Parce qu'il faut une certaine discipline, vous savez, il faut une certaine discipline quand on est ministre, quand même. Ah, il faut une certaine discipline, oui. Et vous le voyez dans cette discipline? Il va faire ses preuves. Vous savez, c'est très étonnant, la politique, parce que vous voyez dans la vie politique des personnalités
que vous ne pensez pas forcément aptes à occuper des fonctions nouvelles et vraiment à faire la mutation personnelle pour occuper des fonctions nouvelles, et puis d'autres... C'est une révélation parfois. Et parfois, c'est une révélation. D'accord. Alors, Ségolène Royal, vous avez déclaré il y a une semaine, moi, j'aimerais bien être la femme du rassemblement, qui rassemble la gauche, qui rassemble les écologistes. Est-ce que depuis une semaine, puisque vous avez fait ces déclarations il y a une semaine, est-ce que vous avez... dans le bien sûr, je peux dire au micro du Figaro. Il faut toujours sourcer les informations. Exactement. Mais je voulais jouer la modestie. Je fais pour vous. Est-ce que vous avez contacté depuis certaines figures justement de cette gauche? Je pense à Yannick Jadot, écologiste, je pense à M. Olivier Faure du Parti Socialiste, et puis peut-être à d'autres aussi. Oui, j'ai des contacts. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai des contacts, mais je ne me suis pas mis en mouvement de contact pour l'instant, parce que vous savez, il y avait les élections municipales. Ouais. Donc chacun était à la tâche quand même sur les élections municipales. Donc là, elles viennent d'avoir lieu, les maires ont été désignés, etc. Donc c'est que maintenant que le travail va commencer, surtout à la rentrée. Et est-ce que vous comprenez dans cet ensemble-là Nicolas Hulot, qui a été ministre d'ailleurs de l'écologie, de la transition écologique, et qui est aussi une figure médiatique de l'écologie en France? Mais tout le monde est bienvenu dans ce rassemblement. Oui. Mais au-delà des personnalités, c'est plutôt la convergence des grands mouvements de pensée, des grandes convictions d'action. Et qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces élections municipales? On a vu que ça fonctionnait, que quand la gauche et les écologistes sont rassemblés, ça fonctionne. Vous pensez à un endroit particulier? À Marseille? Partout. Oui. Toutes les villes gagnées par les écologistes ont été parce qu'ils ont été soutenus par la gauche, et inversement. Il y a un ou deux cas seulement où ils n'étaient pas en accord. Strasbourg, Poitiers, les écologistes ont gagné. Ailleurs, la gauche a gagné sans les écologistes. Mais quand ils sont unis, quand nous sommes unis, nous sommes très forts. Parce que si vous prenez le cas de Marseille, par exemple, Mme Rubirola, qui vient d'ailleurs du mouvement écologiste. Non, elle avait une liste écologiste contre elle. Oui, mais elle vient de l'Europe Écologie Les Verts. Personnellement. Oui, mais elle avait une liste écologiste contre elle. Elle est associée dans cette majorité avec des socialistes, avec des communistes, M. Coppola, qui est une figure du Midi, et les communistes sont productivistes, ils ne sont pas du tout dans une écologie comparable, si vous voulez. Et tout ça, ça peut marcher ensemble. Oui, parce qu'ils peuvent évoluer aussi. Oui, c'est à eux d'évoluer, c'est aux communistes d'évoluer. Mais il y a des maires communistes qui s'engagent aussi dans l'écologie. Il y a des maires socialistes qui étaient très éloignés de l'écologie, qui s'y sont mis progressivement. Moi, j'ai vu dans ma région en 10 ans la mutation intellectuelle et psychologique des gens qui découvraient l'écologie et qui disaient bah oui, il faut avancer. Ils sont tous dans la même nuance de vert, je dirais. Tous ces gens-là ils partagent tous la même écologie, d'après vous? Pas tous, non. Non, mais ça va être difficile de faire le rassemblement alors. Mais ça peut être une richesse, sa diversité. C'est plus dur de faire. Mais quelle nuance vous voyez? C'est plus dur de faire le lien avec des gens avec une diversité, une subtilité qui est pas uniforme, qui est pas homogène. La diversité, c'est dans la rapidité d'exécution, dans la transition, plus ou moins à long terme? Oui, c'est ça, c'est dans la rapidité. Vous seriez... Après, il y en a qui sont pour l'écologie punitive, d'autres qui ne sont pas. Oui, alors vous, c'est la positive. Vous avez inventé la formule. Je suis pour la grande rigueur et la répression de la délinquance environnementale. Vous l'avez dit. Ça, je l'ai dit, mais je ne suis pas dans l'écologie punitive. Je n'ai jamais été pour la taxe carbone. Nicolas Hulot était pour la taxe carbone. Vos échéances, c'est quoi? C'est vrai, oui. Vos échéances, ça serait quoi, par exemple? Il faut faire ça, quoi? D'ici à 2050, d'ici à 2040? De quoi, la transition? Il faut se fixer 2025. 2025? Oui, 2025-2030. C'est l'accord de Paris sur le climat. Si vous êtes présidente de la République... c'est l'accord de Paris sur le climat. J'entends bien. Si vous ne fixez pas... Donc vous êtes un des... Je vais vous dire une chose artisans. Qui a été que j'ai 1000 fois observée. C'est que si la transition n'est pas rapide, elle ne se fait pas. Donc, il faut fixer toujours des objectifs à un horizon exigeant. Car vous pouvez toujours reculer si c'est pas fait. Mais si vous dites non, c'est trop long. Et là, toute la logique de la bureaucratie, c'est de dire c'est toujours trop long. Quand j'ai interdit les sacs plastiques, on m'a dit bah non, on va mettre 6 mois de plus. Résultat, les entreprises qui avaient commencé à fabriquer du plastique biodégradable ont été gravement en difficulté économique. Alors avec Ségolène Royal à l'Élysée, ça veut dire que la transition, par exemple, la réduction de 75 à 50% d'électricité d'origine nucléaire, elle se fait pendant son mandat. 2025, oui, maintenant elle est à 2035. 2035 maintenant, donc avec vous ça va plus vite. 2035, oui, ça va plus vite. Et ça va, vous me diriez un sacré coup d'accélérateur.
Écoutez, si vous faites l'isolation thermique des bâtiments, vous économisez 50% de la consommation énergétique du pays. Donc la première énergie, la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc si vous déployez des chantiers massifs sur l'isolation, si tous les immeubles sont couverts de panneaux photovoltaïques, si toutes les zones commerciales ont les bâtiments couverts de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, vous pouvez y arriver. Ségolène Royal, on va être très clair. Vous avez dit, vous pourriez rassembler, mais les yeux dans les yeux. Est-ce que vous pourriez être candidate? C'est une probabilité. C'est une probabilité. Oui, c'est une probabilité. Une forte probabilité. Une forte probabilité. Et on passe Je vais faire en sorte que ça soit une forte probabilité. Et on ne passe pas par Mais j'ai toujours dit, si quelqu'un d'autre est mieux à même que moi de rassembler et de gagner, je me mettrai derrière. Mais aujourd'hui, c'est une forte probabilité. Et c'est possible aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a montré d'une certaine façon, vous n'êtes plus au Parti Socialiste, de se porter candidat sans avoir un groupe, un parti derrière soi. Personne ne doute que je suis socialiste. Non, mais bien sûr, mais vous n'avez pas... Mais si c'est le cas, si je suis candidate, ça sera une décision collective, puisqu'il faut rassembler. Ouais. À la fois le Parti Socialiste, les Verts, peut-être d'autres. Jusqu'à la France Insoumise. Mais bien sûr, je pense qu'il faut essayer d'avoir tout le monde. Jusqu'à une partie des centristes, jusqu'à une partie des humanistes. Vous arriveriez à vous entendre avec Jean-Luc Mélenchon? En tout cas, il faut essayer. Vous parlez beaucoup avec lui? On ne peut... Je lui parle. Oui. On ne peut... Depuis longtemps, puisqu'on a été dans le même gouvernement. Bien sûr. On ne peut réussir que si nous sommes unis, mais pas réussir pour nous, pour que les Français aient un choix alternatif à l'élection présidentielle. Le mot de la fin. Personne ne peut me reprocher de ne pas être écologiste. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin, ça sera pour Ségolène Royal, mais la question est la suivante. C'est la question de la suivante. Bon. La question sera la suivante. Est-ce que ça vous paraît imaginable, envisageable, qu'au deuxième tour en 2022, donc, ça ne soit pas le match retour de ce qui s'est passé en 2017, c'est-à-dire Emmanuel Macron et Marine Le Pen? C'est bien pour empêcher ça qu'il faut proposer une alternance. Alors on peut me dire, moi je suis ancien monde, etc. Ouais. Mais je pense que l'arrivée d'une femme à la présidence de la République française, c'est un plafond de verre. Mais Marine Le Pen justement. Ouais. Justement. Est-ce qu'on aimerait que ce soit Marine Le Pen, la première femme présidente de la République? Non. Et le fait, c'est tellement révolutionnaire, surtout dans un pays comme la France, de faire accéder une femme aux responsabilités présidentielles. Je pense que le moment est venu. Bien. Plus de chances d'être au deuxième tour, d'après vous, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen? C'est impossible à dire pour l'instant. Merci. Yves, forte probabilité d'être candidate présidentielle, vous le saurez quand? Vous le déciderez quand? Ça se construit, ça. Vous le déciderez quand? Tout le monde soit d'accord. Vous le déciderez quand? C'est quoi la deadline? C'est un processus. Mais il y a un moment, une date limite. La politique, c'est un processus. Bon, il n'y a pas de date limite. Vous voyez, il n'y a pas de date en politique. C'est un processus. Encore. Merci Ségolène Royal. C'est une intelligence collective. Merci Ségolène Royal, en tout cas, d'avoir participé à l'audition publique, d'avoir accepté de débattre, répondre à toutes nos questions pendant 1 heure. C'est avec vous qu'on termine cette saison. Merci aussi à Germain Andrieux, rédacteur en chef fidèle de Audition publique, Delphine Guédard, Albert Ripamonti, toutes les équipes de LCP, Public Sénat et Le Figaro qui me permettent de vous présenter cette émission tous les lundis en direct à 19h. Et on revient maintenant en septembre. Bel été à vous, à bientôt.